Eh bien, écoutez, on continue, on enchaîne. Vous voyez, cette journée est bien chargée avec eh bien ce nouvel atelier dont la thématique est synthétique, simulée, augmentée, le nouvel atout innovant des données de la vie réelle. Point d'interrogation. Donc, je sors juste de l'atelier sur l'IA et l'IA générative où la donnée et la data, forcément, a été au cœur des sujets. Donc, je voudrais remercier toutes et tous nos intervenants pour cette table ronde. Et puis merci également à Evelyne Kratz, qui a accepté de co-animer. Je dirais même, vu mon état de fatigue, d'animer en fait. Je pense que je vais avoir besoin de toi, Evelyne. J'ai encore un dîner à assurer ce soir, tu vois. Mais plus sérieusement, voilà, c'est un sujet que tu maîtrises parfaitement et c'est un peu l'esprit en fait de cette journée. Vous avez pu le voir, de faire venir beaucoup d'acteurs de différents domaines, mais aussi de pouvoir faire participer pas mal d'acteurs du domaine, dont Evelyne fait partie. On te voit souvent sur les réseaux sociaux, donc je dis souvent tu es la femme de l'ombre sur LinkedIn, mais qu'on doit voir plus en lumière sur cet atelier. Et je te propose d'une part de nous présenter la pertinence et le contenu de l'atelier, et puis également nos invités d'aujourd'hui. Et alors n'hésitez pas ici sur le format, comme pour l'autre atelier. Les questions, vous les posez directement via l'application, puisque vous êtes bien sûr ici présent à Station F, mais sachez qu'il y a 600 personnes d'inscrites à distance pour participer à cette thématique, ce qui prouve que la thématique intéresse fortement. Evelyne, c'est à toi. Il faut que tu prennes le micro aussi. Ouais. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci Jérôme de m'avoir proposé effectivement de co-animer cet atelier sur un sujet que tu connais bien, qui est la simulation. Seulement avec Sim4Health, c'est bien de la simulation, mais de la simulation concernant donc la formation à destination des professionnels de santé. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr de simulation, on va bien sûr parler de modélisation numérique, mais on va surtout en parler au niveau donc des produits en développement, afin de voir leur impact en vie réelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a de la modélisation, on a de la simulation, d'essais cliniques, mais ça reste encore un travail de pionnier. Parce qu'on commence effectivement, notamment avec Dassault Systèmes, qu'on a vu ce matin, à modéliser des organes, que ce soit le cœur, le foie, le poumon, afin de prédire l'action de telle ou telle molécule sur tel ou tel organe. Seulement, on ne modélise pas encore l'organisme en entier, peut-être un jour. Donc jusqu'à présent, les essais cliniques concernant les thérapies médicamenteuses, si je fais un petit rappel pour bien poser les choses avant tout, et c'est l'industrie pharmaceutique qui est la plus à même à connaître ce genre de choses, c'est que ça se déroule donc en laboratoire, ça se déroule sur des animaux, ça se déroule sur des patients ensuite. Il y a 4 phases, différentes phases qui vont de 1 à 3, par lesquelles on va passer avec d'abord voir un petit peu le devenir donc, des molécules dans l'organisme en fonction du temps, voir leur toxicité. Ensuite, on va voir effectivement quelle est la dose minimale efficace avec le minimum d'effets secondaires. Donc, voir la tolérance, voir l'efficacité de la molécule. Et sur la phase 3, on va voir justement l'intérêt thérapeutique donc, de la molécule sur donc, des patients malades. Et à l'issue de ces différentes phases, il se passe donc le dépôt, on va dire, d'un dossier auprès des autorités sanitaires, notamment la NSM, qui délivre ou non une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est quelque chose, comme je vous disais, qui n'a rien de très exceptionnel, sauf que c'est le quotidien de l'industrie pharmaceutique. Je passerai sur la phase 4, parce que la phase 4, qui est une phase post-AMM, c'est une phase durant la commercialisation. C'est vrai que ça a un intérêt dans le cadre d'une utilisation réelle. On peut voir là s'il y a des effets indésirables rares, si on peut voir s'il y a des mésusages, s'il y a des biais de prescription. Mais le problème de tout ça, c'est que ça demande du temps. Il ne faut pas compter moins de 15 ans à peu près pour avoir une molécule à disposition. Donc aujourd'hui, à la traditionnelle dichotomie in vivo, in vitro, se rajoute ce qu'on appelle le in silico. Parce que la simulation d'essais cliniques, qui est l'objet de notre atelier, c'est une nouvelle approche. Elle est assez intéressante. Ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. C'est ce que nous expliqueront aussi nos intervenants, et d'extrapoler les résultats des essais en vie réelle.
Donc il y a deux questions qui viennent à l'esprit aujourd'hui. C'est est-ce que la simulation d'essais cliniques constitue un nouveau paradigme de la recherche médicale? Et il ne faut pas oublier que nous sommes en santé, peut-être santé numérique, mais en tout cas, la santé est encadrée, juridiquement parlant, et donc voir un petit peu comment tout ça est aujourd'hui donc encadré. Donc on va tenter de répondre à ces deux questions, voire même plus de questions, avec nos intervenants d'aujourd'hui. Je te laisse les présenter. Oui. Donc nous avons la chance d'avoir Clémentine Langlois. Vous êtes chercheur, expert senior Health-Tech à l'École des Ponts. Vous allez nous présenter par la suite. Nous avons également maître Marguerite Braque de la Perrière, donc, avocate associée et responsable du département Tech et Data Santé Numérique chez Phil Fisher. Et nous avons également le docteur Robin, directeur scientifique et directeur des data chez Unicancer. Et nous avons également le docteur Jean-Louis Fraisse, cofondateur de Bot Design. Et enfin, Alexandre Templier, président de Quinten Health. Et je crois, Evelyne, que vous avez une première question pour Clémentine. Donc, comme nous allons parler effectivement de données d'essais cliniques, on va parler de données de vie réelle, nous avons pensé quand même qu'il était intéressant au niveau de cet atelier de partir quand même d'un constat, c'est comment on définit aujourd'hui ce que sont les données de vie réelle. Vaste programme. Bonjour à toutes et tous. Quand je commence mes recherches dans les années 90 sur la transformation digitale et les impacts sur la santé, je suis convaincue d'une chose, c'est que la compréhension précise des besoins humains est essentielle. Pas simplement effectivement ceux des patients, mais aussi ceux de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient les payeurs, les assureurs, les professionnels de santé et les laboratoires pharmaceutiques, incluant les chercheurs. En fait, le monde fascinant des données de vie réelle est un monde inexploré qui ouvre la porte à de nombreuses expériences nouvelles et qui ouvre aussi de nouvelles possibilités infinies. En fait, nous avons longtemps navigué dans des mers intérieures, mais les données de vie réelle et l'intelligence artificielle nous permettent aujourd'hui d'ouvrir la voie à une nouvelle approche de la santé globale. Alors, comment on arrive à cette nouvelle approche? Effectivement, la réponse à ce que sont les données de vie réelle n'est pas triviale. Aujourd'hui, le sujet est très innovant et effectivement, les débats fusent au niveau de la communauté scientifique sur ce que sont les données de vie réelle en termes de définition, mais aussi leurs impacts, leurs implications pour l'ensemble de l'écosystème de la santé. Alors, de manière très schématique, puisque je sais que les intervenants qui vont suivre vont pouvoir détailler avec beaucoup plus de précision ces définitions et ces implications, j'ai l'habitude d'expliquer aux personnes qui commencent à travailler sur ce sujet, d'expliquer les données de vie réelle selon 3 cercles concentriques. Alors, le premier cercle, pour moi, ce sont les données issues de la recherche et des essais cliniques. Donc, des données qui sont quantitatives, extrêmement qualitatives, dans le sens où elles sont extrêmement surveillées. Les patients dont sont issues ces données sont sélectionnés selon des méthodes scientifiques rigoureuses. Ces données sont, même si elles sont de bonne qualité, ne sont pas forcément suffisantes en nombre pour qu'on soit en capacité d'entraîner suffisamment les intelligences artificielles sur ces volumétries de données pour pouvoir faire évoluer les simulations. Les données de vie réelle, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont des données, effectivement, qui ne sont pas issues de ces essais thérapeutiques, qui sont issues de la pratique clinique courante, qu'on peut retrouver à la fois dans les dossiers médicaux numériques, mais qui sont aussi issues des résultats d'analyse en laboratoire, radiologie, microbiologie, etc., etc. Une extension plus grande des données de vie réelle intègre aussi d'autres typologies de données, comme les profils moléculaires,
On va avoir aussi la littérature scientifique, on va avoir les retours d'expérience des patients, on va avoir, pourquoi pas, les médias sociaux, les données de santé environnement ou données de santé animale, on va avoir toutes les applications de santé mobile et autres dispositifs médicaux. Je pourrais faire une longue liste, effectivement, et ce périmètre des données de vie réelle est encore à discuter au sein de la communauté scientifique sur ce qui est officiellement inclus ou non dans cette définition. Alors le troisième cercle dans ce schéma, ce sont ce qu'on a appelé dans l'atelier les données synthétiques, simulées et augmentées. Alors, de manière très simplifiée, mais je sais que par la suite, vous pourrez plus le détailler. Les données synthétiques sont des données créées artificiellement pour tester des algorithmes, des modèles, qui gardent, pour les statisticiens ici dans la salle, qui gardent les relations statistiques et les tendances. Pour les données simulées, elles sont simulées à partir de modèles pour tester des situations réelles. Ça peut être particulièrement intéressant dans le cadre, par exemple, de simulation d'intervention thérapeutique ou de vaccination, etc., pour voir les impacts sur une population plus globale. La troisième catégorie que l'on va évoquer dans cet atelier, ce sont les données augmentées. Ce sont des données de vie réelle auxquelles on a ajouté des informations supplémentaires pour fournir à la fois quelquefois plus de volume de données pour que les chercheurs puissent affiner leur recherche, plus de qualité ou plus de diversité. Alors, effectivement, cette vision en trois cercles concentriques de la définition des données de vie réelle est source à beaucoup de commentaires au sein de la recherche scientifique, mais c'est pour moi une première façon d'illustrer le débat. Très bien. Très complexe. Oui. Alors maintenant, donc, nous sommes donc dans une conférence de santé numérique. Donc la question qui vient tout naturellement à l'esprit, c'est quel est l'apport réellement du numérique dans le développement qui vient d'être exposé, et ensuite comment se mettre en place, et quels sont les cas pratiques d'application et les perspectives qui peuvent être associées. Vaste question, Evelyne. Je pense que la révolution numérique n'est pas tant une révolution en termes de capacité de traitement, de calcul, de stockage et d'échange de données. C'est surtout une révolution en termes de capacité de capture de manière transparente, temps réel, de l'ensemble des informations issues de l'activité humaine et environnementale. C'est la capacité de plus en plus qu'on va avoir d'avoir comme une peau numérique autour de chacun de nous, qui va pouvoir capter toutes ces informations dans les contextes, dans tous nos contextes de vie et dans toutes nos vies et nos activités. Je pense que grâce à ces IHM ultra perfectionnés, on a réussi à avoir aujourd'hui des puits d'informations gigantesques, évidemment de qualité plus ou moins importante, mais ça, l'intelligence artificielle a aussi des capacités de traitement et d'analyse qui permettent, même à partir de données de moindre qualité, d'arriver à avoir des données plus utiles pour la recherche. On est capable, grâce à ces données de vie réelle, de comprendre à la fois l'infiniment grand et aussi l'infiniment petit, les grandes tendances démographiques et puis les petites subtilités moléculaires. Toutes ces données de vie réelle vont transformer en profondeur les méthodes des chercheurs, mais aussi le rôle du patient dans l'ensemble de ces phases décrites par Evelyne précédemment de la recherche clinique, et finalement aussi changer profondément les processus d'évaluation de ces thérapies et de ces médicaments par les payeurs. La transformation de la recherche clinique, pour moi, c'est surtout la capacité maintenant non plus d'avoir une vision silotée, mais d'avoir une vision de bout en bout, circulaire, qui permet effectivement de mieux comprendre l'engrenage et les interactions de toutes ces phases.
Alors, l'intelligence artificielle couplée à ces données permet d'avoir une vision à la fois plus précise et plus rapidement d'un fait, d'une information, et effectivement d'identifier, par exemple, plus rapidement des nouvelles thérapies, des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments. La question se pose après de comment on intègre cette approche, ces outils, par rapport aux méthodes traditionnelles. Et je pense que là, il y a encore tout un champ nouveau à explorer de comment développer ces nouvelles approches hybrides, complémentaires, intégrées, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il y a un cas pratique, puisque tu me posais la question, Evelyne, il y a un cas pratique important aussi qui montre l'intérêt de ces données de vie réelle et l'application de ces algorithmes et de cette intelligence artificielle. C'est l'article, par exemple, qui est paru le 20 décembre dernier dans Nature, qui explique comment, grâce à l'analyse de 39 000 composés, etc., les chercheurs du MIT et de Harvard ont été en capacité de trouver ce qui n'avait pas été fait depuis 60 ans, une nouvelle classe d'antibiotiques capable effectivement d'apporter de nouvelles solutions pour les bactéries résistantes comme le staphylocoque doré, par exemple. Le numérique ne touche pas uniquement, je pense, les pratiques, ça touche aussi l'organisation. Et puis globalement, c'est un peu le sujet de nos recherches au sein du Pont Business School, toute la chaîne de valeur. On a pour nous une vision aujourd'hui peut-être linéaire, orientée produit, l'idée étant de transformer cette chaîne de valeur dans une vision plus circulaire, non plus centrée sur le médicament, mais sur une solution thérapeutique où le médicament est intégré à des outils digitaux de type réalité virtuelle, peut-être d'applications mobiles XY, qui permettent d'améliorer la personnalisation de la solution pour le patient et de lui offrir plus d'efficacité dans son traitement. Donc je pense que tout ça, ce cercle vertueux permet évidemment le développement de nouveaux modèles innovants comme la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps ou je... Peu, c'est ça. Alors je vais essayer c'est difficile de synthétiser et d'être concis sur un sujet aussi complexe que celui-là. Donc simplement, pour moi, le cercle vertueux, effectivement, de cette approche telle qu'on la conçoit, intègre les 4 premières phases de l'essai clinique, comme l'a rappelé Evelyne, c'est-à-dire la phase amont, la phase 1, phase 2, phase 3, la validation et la phase 4, mais aussi intègre également toute la vie réelle, intégrant les étapes de production et de distribution en ayant la capacité d'avoir une vision bout en bout de la molécule produite jusqu'au patient. Et une dernière phase qui me paraît importante, qui doit être intégrée aussi dans ce cercle vertueux, c'est toute la partie éducation thérapeutique du patient, permettant une meilleure adhérence thérapeutique, une meilleure efficacité, la personnalisation des soins, s'intégrant dans des parcours de soins digitalisés, numérisés, qui respectent à la fois l'engagement thérapeutique, mais aussi une vision 360 de la santé globale. Voilà. Merci. Je pense qu'on ne peut pas faire plus complet. Par contre, il y a une définition effectivement des données de vie réelle qui vient d'être donnée. Moi, je me tourne vers vous, Mathieu Robin, en tant que directeur scientifique, bien évidemment. Ensuite, je m'adresserai à vous, Alexandre, si vous voulez apporter un complément concernant cette définition qui vient d'être faite. Alors, en effet, difficile de passer après cet exposé très complet où beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je ne vais pas, bien sûr,
compléter cette définition. Voilà, on a compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule et unique définition, même si on commence à tendre vers un niveau qui nous permet de comprendre qu'on parle de la même chose. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2017, date de sortie du rapport Polton-Bégaud, qui préfigurait la création du HDH, mais également qui donnait une définition très très claire de la donnée de vie réelle et permettait finalement d'acculturer l'ensemble de l'environnement, des acteurs que nous sommes aux données de vie réelle. Donc finalement, on comprend bien que ces données qui vont être utilisées par la suite, enfin on va en parler pour alimenter des modèles de cordes virtuelles, de données simulées, etc. Il faut des données, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de données, c'est le début de cette table ronde. Donc 2017 est également la date de publication d'un article, j'ai oublié le nom du premier auteur, c'est une étude hollandaise qui essaie de répertorier les définitions des données virtuelles. Je crois qu'il a identifié 38 définitions différentes à partir d'un certain nombre d'interviews, d'institutions, d'industriels, de sociétés savantes pour savoir qu'est-ce qu'ils appelaient les données de vie réelle. Donc voilà, on était à 38 en 2017. 6 ans après, on a commencé, on va dire, à parler un peu de la même chose. Donc, c'est vrai que cette définition est un petit peu extensive. On parle en effet des données non expérimentales, mais finalement, notamment en cancérologie, moi je travaille dans ce domaine, il y a environ 10 à 15% des patients qui rentrent dans un essai clinique. Donc évidemment, ces patients ne sont pas supprimés et extraits de cette notion de données de vie réelle. Ça fait partie de leur prise en charge, mais bien évidemment, il faut prendre en compte comme quoi ils sont rentrés dans un essai clinique et la réutilisation, et c'est la notion de réutilisation secondaire des données pour un objectif qui n'était pas celui initialement prévu, qui pourrait correspondre à une définition des données de vie réelle. Donc réutilisation de données de soins dédiées à la prise en charge du patient, qui sont réutilisées pour répondre à des questions de recherche, pour alimenter des modèles d'intelligence artificielle, pour simuler simuler des bras contrôle, par exemple. Réutilisation de données expérimentales, on est bien dans la réutilisation, les données expérimentales étant construites pour répondre à un objectif précis, protocolisé, dans un cadre que vous connaissez tous, que je ne vais absolument pas vous rappeler, mais lorsqu'elles sont réutilisées, finalement, elle rentre un petit peu dans ce cadre de réutilisation secondaire de données. Et puis il y a aussi toutes les données générées par les patients. On en parle beaucoup et de plus en plus avec aujourd'hui, depuis finalement quelques mois, le début de prise en charge par la collectivité des outils de télésurveillance, et donc qui génèrent des informations générées par les patients, les PRO. Mais il y a également aussi, quand on va encore plus loin, les données environnementales. Je sais que ça a été évoqué tout à l'heure lors d'une conférence précédente. Donc voilà, donc finalement ces données de vie réelle, c'est très très large, et ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'on en fait. Donc ce qu'on en fait en 2-3 mots, il faut que ces données de vie réelle soient rapprochées au sein d'une même infrastructure, d'un entrepôt de données, d'une base de données, d'un data lake. Donc il y a différentes appellations possibles qui permettent de comprendre que des données issues de différentes sources, de différents établissements, ont une capacité à répondre, parce qu'elles ont été restructurées, retravaillées de façon la plus homogène possible pour les rendre communicantes et surtout utilisables dans le cadre de projets de recherche sur les données, de réutilisation de données pour aider à alimenter et valider des modèles et des simulations. Donc ces données ont différents types d'utilité. Donc en 3 points de façon très simple, ces données, avant tout, elles ont été mises en place pour décrire, pour comprendre ce qui se passe dans la vie réelle. C'est pour ça qu'on les appelle données de vie réelle. Vie réelle, c'est ce qui s'opposait au cadre expérimental, donc très descriptif, épidémiologique, avec après des déclinaisons, des populations cibles, des sous-populations, etc. Voir un petit peu commencer à construire, à essayer de reconstruire des parcours de prise en charge, des parcours de soins, donc avec les données disponibles, bien évidemment. Le deuxième niveau concerne, et là, il y a encore du travail à effectuer, la possibilité de faire des comparaisons au sein de ces données de vie réelle, donc de reconstruire des groupes et de réaliser des tests statistiques pour essayer de comparer un traitement, une prise en charge, une stratégie. Donc là aussi, c'est bien évidemment, ce n'est
pas, et ça ne remplacera jamais un essai clinique. On ne va pas rentrer dans le détail des problématiques de biais, mais bon, il y a des méthodes qui se sont développées. On parle beaucoup du score de propension, dont vous avez tous entendu parler, et il y a également des méthodes qui continuent, des nouvelles méthodes qui sont clairement en cours de développement pour essayer de minimiser les biais liés à la comparaison effectuée sur des bases de données de vie réelle. Et le troisième mode d'utilisation, qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce sont des données utilisées pour créer des modèles. Parce que ces modèles, finalement, ils s'appuient toujours sur des données. On est en intelligence artificielle. Les données permettent de construire et puis après de dupliquer et de rendre et de générer d'autres types de modèles à partir de ces données. Donc ces données, elles doivent être le plus hétérogène possible. On sait que différentes typologies de variables qui peuvent représenter des dimensions similaires d'un paramètre sont utiles dans les données de vie réelle. Je parle du performance status, et puis par exemple, il y a également d'autres variables qui sont le témoin du performance status. On peut prendre le poids, le médecin qui note un état de santé sans que ce soit le performance status codé. Et finalement, le regroupement et le croisement de ces paramètres est utile dans les démarches de simulation. L'autre élément le plus important, et ça on le comprend bien, c'est la quantité des données qui permet d'avoir une hétérogénéité et donc de tenir compte des situations rares qui sont les plus complexes et qui sont finalement les plus informatives, parce qu'on parlait de personnalisation, et si on oublie si on ne parle que de la situation moyenne, les modèles, je pense qu'ils n'iront pas très loin. Donc il faut impérativement avoir des données les plus hétérogènes, les plus larges. On parlait éventuellement les plus représentatives, mais ça c'est encore un autre sujet, mais qui n'est pas très loin. Donc voilà un petit peu sur les données. Encore peut-être une minute ou pas? Non? Vous me dites. Non, j'aimerais avoir l'avis d'Alexandre Templier, justement, sur le sujet. Si vous avez un petit complément par rapport à ce qui vient d'être exposé. Et puis, nous reviendrons à vous, Dr Robin, par rapport notamment à ce que fait aussi le Dr Jean-Louis Fraisse. Merci Evelyne et merci Jérôme et Evelyne de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je vais être très court parce que l'essentiel a été dit. Et en particulier la définition qui vient d'être donnée des données de vie réelle par Mathieu, puisque en fait la plus simple finalement et la plus complète qu'on puisse identifier pointe sur la notion de vie réelle elle-même. Réelle par rapport à quoi? Par rapport à l'expérimentation, tu l'as dit. Et on pourrait même rajouter toute donnée de santé de toute nature qui ne fait pas partie d'un essai clinique en cours, comme tu l'as également dit. Donc c'est extrêmement vaste. Et puis les usages, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup de cette définition, enfin de ces définitions extrêmement complètes. Donc, pour revenir à vous, Mathieu Robin, vous travaillez donc sur les données de vie réelle à Unicancer, particulièrement sur la valorisation de ces données de vie réelle. Justement, comment est-ce que vous les valorisez et cela permettant bien sûr d'accélérer l'accès à l'innovation, mais pas que, l'accompagnement aussi de modèles, et notamment, pour rebondir un peu sur ce que va nous éclairer Jean-Louis, les cohortes virtuelles. Alors, le maître mot, en effet, et l'objectif de cette démarche au sein d'Unicancer sur les données, c'est de participer et d'essayer d'accélérer l'accès à l'innovation. On travaille et on concentre ces données et on développe des modèles pour le patient, pour les soignants et pour justement qu'ils aient à disposition des décisions qui ont été prises par les autorités les plus précoces possibles. Donc vraiment, toute la notion d'accélérer l'accès à l'innovation est le point majeur et principal de tous ces travaux. Donc il y a différents travaux qui sont menés au plus haut niveau, au niveau national. Donc je ne parlerai pas des initiatives du HDH, de l'AIS également, qui a actuellement un groupe de travail qui va très prochainement sortir des recommandations justement sur cette notion d'utilisation des données de vie réelle dans le cadre de la recherche clinique, comment elles peuvent accélérer l'accès à l'innovation et quelles sont ces recommandations. Donc je pense que ça devrait sortir dans les semaines qui suivent. Alors, comment on valorise ces données?
Donc, comme vous avez compris, nous, au sein de la direction data d'Unicancer, on fait tout ce travail de concentration, acquisition, validation et mise à disposition des données qui s'appuient sur des règles qui permettent à l'ensemble des acteurs producteurs primaires de la donnée, que sont les médecins des établissements, parce que c'est eux qui produisent les données, et puis bon, on parlait aussi des patients qui produisent les données, leur garantir un certain nombre de choses. La sécurité, une gouvernance et une utilisation de ces données qui soient parfaitement maîtrisées. Il n'est pas question qu'on fasse n'importe quoi. Il y a toutes ces notions, en effet, d'information patient qui leur permet de savoir ce qui se passe. Donc on est, entre guillemets, garant des données sur lesquelles nous avons une action de concentration dans le cadre de nos entrepôts de données de santé centralisés. Et donc ça nous permet d'avoir des données pour des acteurs qui, eux, ont besoin de données pour développer des modèles. Et donc, il y a en effet un certain nombre de partenariats académiques, industriels, pharma ou non pharma, qui sont mis en place à partir de ces données. Nous sommes un acteur qui avons la capacité de donner sur un certain nombre de conditions accès à ces données. Donc tout ça, en termes de règles, c'est dans une bulle sécurisée, c'est-à-dire que les données ne sont jamais envoyées. Puisqu'on est garant de ces données, on doit conserver la maîtrise totale de l'intégrité de la donnée individuelle auquel nous avons eu la possibilité d'accéder et de réaliser tout ce travail, parce qu'il y a quand même un gros travail qui n'est pas l'objet de cette réunion aujourd'hui, de validation, standardisation, expertise, etc. Donc voilà, donc on est garant et on donne accès sous forme de partenariat, sous différentes formes, à des industriels qui peuvent contribuer à tout ce travail, et puis après avoir la possibilité de poser des questions sur ces entrepôts et bases de données. Il y a également la mise en place de partenariats et de consortiums, donc ça je pense que Alexandre en parlera très bien, puisque nous travaillons dans le cadre d'un partenariat sur les données en s'appuyant sur son expertise, son métier, qu'il va, je pense, parfaitement décrire par la suite. Donc voilà les différentes modalités, et bien sûr tous les partenariats académiques qui sont régis par d'autres règles, mais qui restent complètement standards par rapport à ces données sur lesquelles on doit nous garantir les modalités d'utilisation, leur gouvernance, et puis après tout un système en effet de fonctionnement pérenne qui implique des interactions aussi forcément financières, mais qui ne seront pas détaillées aujourd'hui, mais qui sont sujets à de nombreuses discussions. Voilà. Merci, Dr Robin, pour ces retours importants d'Unicancer. On va continuer naturellement avec vous, Jean-Louis Fraisse, concernant les corps de patients virtuels, avec notamment le projet Auriga, que vous pilotez avec votre équipe de Bot Design. Auriga, c'est la première plateforme européenne souveraine et supervisée donc, de génération de corps de patients virtuels. Et donc, on voulait avoir votre retour d'expérience sur cette initiative que vous avez lancée. Merci Jérôme, merci Evelyne. Bonjour. Donc, depuis ce matin, on voit bien que la donnée, c'est plein d'enjeux. On ne va pas y revenir. Évidemment, on a beaucoup parlé de souveraineté. Dominique Pan a réappuyé ces sujets-là. Mais c'est aussi des données de compétitivité pour la France et pour l'Europe. Ça, je crois qu'on l'a tous compris. Et des enjeux scientifiques et médicaux très, très forts. Alors, aujourd'hui, dans la donnée, on a un certain nombre de besoins. Parce que dans les essais cliniques, on sait que on manque de patients, c'est très compliqué d'avoir des patients et les experts le rappelaient ce matin. Beaucoup de patients inclus dans des essais cliniques sont très loin des hôpitaux et du coup, évidemment, ça leur demande de se déplacer et c'est un frein au recrutement. Et on sait très bien que 20% des patients, à peu près, c'est les statistiques internationales, ne restent pas dans les essais cliniques tout au long de l'essai clinique. Donc, ce qui demande de recruter beaucoup plus de patients au départ, ou du moins en avoir un pool important. Et évidemment, derrière, ça occasionne des coûts. Donc ça, c'est un premier besoin dans la recherche. Un deuxième, c'est qu'on a du mal pour entraîner nos algorithmes d'intelligence artificielle à obtenir des données annotées de bonne qualité. Parce que des données, il y en a partout, mais des données annotées de bonne qualité, alors on pourrait s'éterniser sur le mot qualité de la donnée, on en parlait tout à l'heure, mais moi j'ai un truc qui me préoccupe beaucoup, c'est quand on voit des données annotées, en radiologie par exemple, par des confrères radiologues qui sont tous des internes. Et là on se dit, mince quand même,
on aimerait mieux que les données soient annotées aussi par des seniors. Parce que c'est bien qu'on ait la vue de nos jeunes, ça, il n'y a pas de problème, mais qu'on ait la nôtre, c'est peut-être pas si mal non plus. Et avoir des données annotées par des professionnels de santé seniors, c'est pas facile. Un autre enjeu également qui fait qu'on est à la recherche de données, c'est que, évidemment, la donnée de santé, c'est une donnée sensible, ça, on est tous d'accord avec ça, et que la réutilisation de ces données dans le cadre du RGPD, quand la finalité varie, c'est quelque chose de pas simple. Et donc, un enjeu de la création de données artificielles, c'est à terme de faire sortir les données de santé, alors évidemment, toute légalité, hein, on ne va pas le faire à la sauvage, du RGPD pour faciliter la recherche et l'entraînement de l'IA. Donc ça, c'était les besoins. Alors maintenant, en termes de technologie, ben, évidemment, ça, il n'a échappé à personne que l'IA, ça avance très vite et que l'IA générative aussi, qu'il y a 5 ans, quand on parlait d'IA générative à nos confrères professionnels de santé, alors là, c'était la boîte noire, personne ne voulait en entendre parler, à juste titre d'ailleurs, peut-être. En tout cas, 5 ans après, les choses ont beaucoup évolué. Et en tout cas, aujourd'hui, avec la technique, nous, qu'on utilise des VAE, bon, c'est des mots barbares de mathématiciens, Stéphanie Alassonnière serait là, professeur Stéphanie Alassonnière serait là, elle me gronderait, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des questions de spécialistes. Eh ben, on est en capacité d'augmenter des données et de créer des données artificielles. Alors, du coup, aujourd'hui, ça existe, ça marche, puisqu'on a publié. Donc Stéphanie avait publié sur l'augmentation de données d'imagerie, de radiologie. Elle a augmenté une cohorte d'imagerie cérébrale de patients atteints d'Alzheimer. Elle est partie de 5 000, elle en a fait 50 000 puis 100 000. Ces cohortes, elle les a comparées à une cohorte, donc cohorte artificielle, elle les a comparées à des cohortes de patients vivants australiennes. Et là, on s'est rendu compte que les professionnels de santé neurologues étaient incapables de faire la différence entre les patients vivants, réels, et les patients artificiels. Première publication. Deuxième publication, elle va sortir là, elle a été soumise, elle va sortir dans le trimestre. On vient d'augmenter une cohorte de patients en données dites tabulaires, c'est des données d'anesthésie, et donc on est parti de 500 patients, et donc on en a fait 5000. Et là, encore une fois, quand on fait valider la cohorte, la pertinence de la cohorte, eh bien, les anesthésistes, ils sont incapables de valider ou de repérer les patients réels plutôt que les patients artificiels. Comment on fait? Ils se trompent une fois sur deux, puisque quand on leur soumet les patients, on leur dit est-ce que c'est un patient réel? Oui ou non. Patient virtuel? Oui ou non. Une fois sur deux, ils se trompent. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Par contre, évidemment, on a besoin de garanties dans tout ça, et je reviendrai tout à l'heure sur les garanties que attendent les régulateurs, puisque je vais vous dire à quoi ça sert immédiatement après. Et donc, le régulateur est très attentif à ça. Donc, ces cohortes-là, on a besoin d'un certain nombre de choses. D'abord, on a besoin de prouver qu'elles sont sûres et qu'elles sont fiables, c'est-à-dire qu'elles respectent bien la représentativité des patients initiaux. Ça, évidemment, ça va sans dire, puisque non seulement on les augmente, mais on les variabilise, c'est-à-dire on les enrichit et on crée de nouveaux patients proches des patients originaux. Donc, il y a un gros enjeu de validation de la fiabilité de ces cohortes. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est le fait à partir d'une cohorte de patients artificiels, et ça c'est la CNIL qui est très attentive à ça, on discute de manière très constructive avec eux en ce moment, de manière à ce qu'à partir de nos cohortes artificielles, on ne puisse pas réidentifier évidemment les patients vivants, parce que la réidentification, là, ça poserait un énorme problème, et bien sûr qu'on a toutes les garanties qui vont bien dans ce domaine. Et ensuite, la dernière garantie, il y en aurait d'autres, mais la plus importante, c'est celle qui est installée grâce à la loi européenne sur l'intelligence artificielle, avec la garantie humaine, notamment, qui demande quoi? Nous, elle s'exerce à 2 niveaux. D'abord, elle s'exerce sur un premier niveau qui est le dataset qu'on va augmenter, puisque évidemment ce dataset qu'on va augmenter, s'il est biaisé, s'il n'est pas représentatif, eh bien on va augmenter des données qui ne le seront pas. Et l'autre jour, on nous soumettait une base de données dont moi je savais que la maladie était représentée à 70% chez des femmes et 30% chez des hommes, et on nous demandait de travailler sur une cohorte où il y avait 50% d'hommes et 50% de femmes. Et là on se dit, évidemment, il y a un problème. Donc du coup, on voit bien que on a des enjeux de validation du dataset initial faits par des professionnels de santé du métier, c'est-à-dire que ça va sans dire, mais je le dis quand même,
on ne va pas aller demander à un cardiologue de nous valider une base de données de dermatologie parce qu'il aura quelques petits soucis. Donc là encore, il faut qu'on cultive cette spécificité. Et la deuxième chose, c'est que quand on a augmenté ces données, eh bien, il faut qu'on soit en capacité de montrer que mathématiquement, ces données sont fiables, statistiquement, mais que également, et là aussi, la garantie humaine s'exerce à ce niveau-là par des professionnels de santé du métier, ils vont vérifier que la cohorte, elle est bien fiable. Alors, du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de l'acceptation de ces technologies? Parce qu'on voit bien que ça marche, mais en tout cas, on est capable d'augmenter des données de radiologie, des données tabulaires. On est en cours sur les données génétiques. On peut constituer du longitudinal, mais aussi du transversal en combinant des typologies de données différentes. Donc, on voit que les outils sont puissants et les outils sont fonctionnels. Maintenant, il faut qu'ils soient acceptés par les régulateurs. Alors, je dirais qu'on est au bon moment. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, la FDA a donné son autorisation dans 2 cas, en pédiatrie et en cardiologie, me semble-t-il. Enfin, c'est sûr même, je crois. Et donc, du coup, quand on les interroge, la FDA, elle dit on continuera à donner des autorisations au cas par cas. Donc ça, c'est déjà une chose, parce que quand la FDA dit ça, on peut penser que les autorités européennes seront enclines à envisager les choses de manière plus facile. Donc ça, c'est premièrement ce qui se passe à l'étranger. Deuxièmement, il a échappé à personne que le président de la République, l'État français, veut stimuler la recherche clinique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en France, on perd des parts de marché, et que du coup, peut-être que ces nouvelles technologies vont contribuer à faire qu'on devienne ou redevienne, ou qu'on reprenne des places sur l'échelle des gens qui font de la recherche clinique de manière efficace. Alors, évidemment, il y a le rapport Jérôme Marchand-Harvier qui est paru et qui, évidemment, propose des guidelines sur l'utilisation secondaire des données de santé, donc on est pile dedans. Et enfin, on est en train de publier un livre blanc, avec des gens d'ailleurs qui sont dans la salle. Livre blanc, pourquoi? Parce qu'avec Stéphanie Alassonnière, quand on a vu il y a quelques années que la technologie allait fonctionner, on s'est dit, si on n'acculture pas dans le bon sens du terme l'écosystème et les régulateurs, on va arriver avec un truc tout packagé, tout bien comme il faut, et on va nous dire non, on n'en veut pas dans les essais cliniques, ce qui pourrait s'entendre. Donc du coup, on est en train de valider un livre blanc qui va paraître au premier trimestre, dans lesquels sont associés les académiques, les professionnels de santé, mais on a également la chance d'avoir la HAS, la DGOS, la CNIL, l'AIS, et puis des représentants d'industriels et, bien sûr, des représentants de patients, puisqu'on a intégré d'ores et déjà des représentants d'associations de patients. Pour finir, concrètement, à quoi ça va servir? Bien, ça va servir à 2 choses, notamment à remplacer, dans un premier temps, une partie des bras contrôle des essais cliniques dans les phases 3. C'est-à-dire que quand on va avoir un bras contrôle de 1000 patients, eh bien, on nous proposera par exemple 200 patients vivants qu'on va augmenter, ou patients réels, qu'on va augmenter pour en faire 1000 patients et qui vont servir de bras témoins dans un premier temps. Ça, c'est le premier usage dans la recherche clinique. Il y en a un deuxième dans l'entraînement des algorithmes qui est très lucide aussi, c'est que quand vous voulez mettre sur le marché un algorithme qui va dépister aux urgences les fractures du genou, eh bien, pour entraîner votre algorithme, vous allez être obligé d'acheter 10 000 images de genoux que vous allez faire annoter par, normalement, 3 professionnels de santé. Et donc, vous décaissez l'achat de ces 10 000 clichés, plus le temps des 3 professionnels de santé. Et donc, demain, avec ces technologies-là, eh bien, l'industriel achètera 1000 images qui seront annotées. Et donc, c'est ces 1000 images annotées qu'on augmentera. Et donc, du coup, là, on a évidemment un gain d'argent, mais surtout un gain de rapidité, puisqu'aujourd'hui, on sait que la mise sur le marché du dispositif médical, c'est un vrai enjeu et que si on peut la raccourcir, ce serait vraiment génial. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, la plateforme qu'on monte avec Stéphanie Alassonnière s'appelle Auriga et on a déjà des cas d'usage qui sont soumis aux régulateurs. Merci Jean-Louis pour ce retour d'expérience très intéressant. Juste avant de repasser la parole à Evelyne, n'hésitez pas donc à toujours interagir donc sur le hashtag eSanté24, mais aussi de poser vos questions via l'application afin qu'on puisse à la fin de cet atelier pouvoir les poser. Oui, merci donc déjà de vos interventions.
Jean-Louis, vous avez parlé des régulateurs et je pense que tout naturellement, bien sûr, moi je me tourne vers Maître Marguerite Bac de la Perrière, tout simplement pour nous éclairer réellement sur ce cadre juridique des essais cliniques, mais pas seulement, parce qu'on parle aussi de données de vie réelle à l'ère du numérique. Donc, est-ce qu'il vous serait possible de nous définir les conditions d'accès justement aux données de vie réelle aujourd'hui, réglementairement parlant, et ensuite, on enchaînera peut-être sur une deuxième question. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup, Jérôme, de cette invitation et bonjour à tous. Alors, il a été dit quand même beaucoup de choses déjà et je vous en remercie, ce qui va simplifier largement le travail. Ce qui est important déjà, c'est que quand on parle là de données du coup synthétiques ou artificielles et donc d'une multiplication en fait des données de vie réelle, c'est que déjà on a des données de vie réelle. Et ça, finalement, il faut quand même se rappeler d'où on vient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui petit à petit, aujourd'hui, est possible quand il y a encore, je dirais, le premier entrepôt très officiel qui a donné lieu à une autorisation de la CNIL. On va dire, on va prendre la PHP, même s'il y en a eu d'autres moins connus avant, c'était 2017. Hein. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on voit qu'il y a une vraie acceptabilité, une meilleure acceptabilité, une meilleure acceptation sociale. C'est un peu impropre comme terme, mais je pense que il faut comprendre que à l'origine, la réutilisation des données de soins, c'était quelque chose qui était pas du tout encadré et même, je dirais, sur laquelle les autorités freinaient vraiment des cas de fer. Voilà. Donc, et donc, entre-temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a multiplié d'abord, évidemment, les entrepôts de données de santé. On a même encouragé leur création, y compris par des acteurs privés. Et ça aussi, c'est une vraie évolution. Et puis, donc aujourd'hui, on a pas mal de données de vie réelle dans les entrepôts. Alors, c'est encore évidemment peut mieux faire, mais il y a quand même aussi des efforts qui sont faits pour accéder aux données du SNDS, du PMSI. Et d'ailleurs, récemment, on pourra saluer que la CNIL a donc publié des nouvelles méthodologies de référence. Donc ça, c'est y compris donc, permettant l'accès par des industriels. Et notamment, et ça c'était un des vrais enjeux, un des vrais freins dans la mise en œuvre des essais cliniques, qui permettent de cibler les établissements de santé et de faire des études de faisabilité pour identifier si oui ou non on va être sur justement une cohorte suffisante pour que l'essai soit intéressant. Donc on vient de loin, mais on a largement avancé et on est encore qu'au milieu du chemin, puisqu'on sait que finalement le plus important va venir de l'Europe, avec donc l'espace européen des données de santé, qui va standardiser finalement les conditions d'accès, les conditions de valorisation, qui restent un vrai sujet en France, et donc permettre un meilleur accès aux données. Il n'en reste pas moins que on voit bien qu'il y a toujours des maladies rares, il y a toujours où on n'aura toujours pas assez de données, quoi qu'il arrive. Et donc, le seul moyen de vraiment avancer sur ce type de pathologie, ce sera de créer des cohortes de patients virtuels ou de créer effectivement suffisamment de données synthétiques pour pouvoir travailler efficacement. Donc, après, la question évidemment, elle est compliquée, mais surtout scientifique avant d'être juridique. Parce que, évidemment, qu'on va aller chercher des garanties pour faire en sorte que les données on va bien sûr faire en sorte que ce soit représentatif, sinon ça perd toute la valeur et tout son intérêt. Mais il y a un moment où on va finalement plus avoir le droit de traiter autant de données de vie réelle qu'on en aurait besoin dans un essai, parce qu'on aura le devoir de faire en sorte qu'on crée ces données pour respecter un principe de minimisation. On utilise un minimum de données de vie réelle et un maximum de données synthétiques pour arriver à un résultat qui soit le plus finalement respectueux des droits et libertés des personnes, mais tout en étant le plus représentatif possible. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on va vraiment changer de prisme par rapport à ce qu'il y a pu avoir jusqu'à aujourd'hui.
Alors, je suis allée très vite. Ce qui est intéressant, c'est que malheureusement aussi, on est encore sur quelque chose, on va dire, où finalement on avance en marchant. Et on voit bien que le seul moyen d'arriver à mettre en place des méthodologies et des standards pour savoir justement comment développer des cohortes qui soient à la fois représentatives, qualitatives et en même temps couper la réidentification possible, puisque sinon on n'est plus sur des données synthétiques, mais arriver à démontrer qu'elles sont très fidèles à un jeu initial. Donc évidemment, on voit bien que tout ça est quand même assez antinomique. Et donc on avance avec des bacs à sable réglementaires. Et donc c'est d'ailleurs, quand on prend l'IAAC par exemple, effectivement, on voit que c'est dans l'article sur les bacs à sable réglementaires qu'on va parler, et c'est la seule occurrence, de données synthétiques. Donc on voit qu'effectivement, la démarche que vous mettez en œuvre dans vos projets, c'est il va falloir qu'on définisse des standards et des méthodologies ensemble avec le régulateur, avec les acteurs, et qu'on arrive à documenter ça pour arriver à quelque chose effectivement qui soit généralisé. Très bien. Donc, pour faire la liaison avec ce qui va suivre avec Alexandre, hein, et notamment le consortium qui a été établi avec Uniconcert sur à la fois l'exploitation et le développement de jumeaux numériques. Donc, tout naturellement, je vous pose la question sur le cadre juridique et les opportunités afférentes notamment à ces jumeaux numériques, puisque c'est le sujet qui sera abordé donc par Quinten Health. Alors du coup, j'ai un petit peu défloré le sujet quand même préalablement, mais merci. Non, évidemment, là, l'enjeu, ça va être donc d'arriver sur un principe donc ce principe de minimisation qui est requis par la CNIL. Là, on voit qu'aujourd'hui, la CNIL a d'ores et déjà publié un certain nombre de fiches qui sont assez pragmatiques et pédagogiques, par exemple, pour accompagner justement sur les acteurs de l'intelligence artificielle. Ce qui est pour l'instant évidemment en cours de construction, c'est tout ce qui va être en lien avec la représentativité, les moyens de créer des bases, des cohortes représentatives sans biais. Et donc là-dessus, effectivement, on a annoncé l'annonce des travaux à venir. Donc on n'est pas encore sur quelque chose, évidemment, comme on le disait, d'assez standardisé. Et c'est là que finalement, c'est d'autres agences qui vont prendre le relais aussi, puisqu'on voit bien que la CNIL va être un peu en limite de compétences. On a vu récemment un article intéressant du conseil scientifique du Health Data Hub qui expliquait que on arrive aujourd'hui sur une nouvelle ère, dans la mesure où on se rend compte, et vous allez me dire que c'était évident pour la plupart d'entre vous, il n'en reste pas moins que c'est très important de le documenter, que l'intérêt scientifique doit primer sur la confidentialité. Alors ça fait moche de la part d'une avocate en matière de protection des données, mais il n'en reste pas moins qu'il va quand même falloir il faut quand même se dire qu'on a un sujet évidemment de qualité des soins. On l'a dit, on a besoin de développer la recherche clinique en France. On a un sujet sur l'innovation. On avait des acteurs qui allaient chercher des données à l'international et donc des données qui pouvaient perdre en qualité, en représentativité, voire même finalement qui pouvaient avoir été collectées de manière illicite. Donc c'est vrai que finalement, à vouloir parfois mettre, on va dire, un étau trop important autour des conditions d'accès aux données, on pouvait avoir des effets finalement pervers. Et donc aujourd'hui, on arrive sur cette nouvelle philosophie qui consiste à dire on va faire primer la recherche et l'innovation avec des risques qui sont mineurs et qui sont documentés comme mineurs. Pourquoi ? Parce qu'on on travaille que sur des données de toute façon par nature, pseudonymisées ou même anonymisées, et c'est là le cœur de notre sujet. Merci Maître Braque de la Perrière pour ce cadre, enfin cette expression sur l'encadrement réglementaire. On va continuer, comme tu l'as dit, Evelyne, avec Alexandre Templier. Donc vous êtes président de Quinten Health, et qui est donc un pionnier de la simulation médicale en vie réelle, et vous accompagnez les industriels de santé, les régulateurs et les payeurs, ainsi que les établissements de soins pour mettre en place donc ces thérapies. Le docteur Roman en a parlé rapidement tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant de voir votre approche collaborative et votre partenariat avec Uniconcert, notamment en particulier dans le cancer du poumon.
Merci Jérôme. Donc, effectivement, beaucoup de choses ont été dites déjà, donc je vais essayer de développer au-delà, avant d'expliquer ce que les équipes de Quinten Health font, et notamment avec Unicancer. Si on revient au concept de données de vie réelle, et qu'on reste sur la définition qu'on a évoquée tout à l'heure, donc toute donnée de santé, excluant les essais cliniques en cours, on peut ensuite s'intéresser aux usages. On voit bien que les données des patients volumineuses, qui décrivent une très grande variété, contrairement à ce qui se passe dans des essais qui sont par essence contrôlés, sont potentiellement la source d'amélioration considérable, non seulement en termes de prévention, ça a été un des sujets des ateliers de cet après-midi, de détection des patients, c'est encore un autre sujet qu'on traite aujourd'hui, et notamment des maladies rares avec les données de vie réelle, d'expérimentation des nouvelles thérapies et de suivi des nouvelles thérapies. Tous ces sujets peuvent être traités avec des données de vie réelle. Mais arrêtons-nous et focalisons sur l'expérimentation. Parce que finalement, ces données de vie réelle sont devenues un sujet aussi important pour l'industrie de santé, en contraste avec l'expérimentation qui est au cœur, qu'Evelyne a rappelé en introduction, et notamment les études de phase 3, pivotales, qui permettent aux laboratoires pharmaceutiques d'obtenir éventuellement un essai positif et une autorisation de mise sur le marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces expérimentations, ces études cliniques, ont pour objectif primaire d'établir scientifiquement une preuve, un lien de cause à effet entre l'administration d'un traitement et une efficacité observée. Toutes choses étant égales par ailleurs, et là on a les contrôles. Les données de vie réelle, contrairement aux données d'essais cliniques, ne sont pas contraintes méthodologiquement, elles sont observationnelles. Elles ne permettent pas d'établir une preuve scientifique de quoi que ce soit, tout n'est jamais égal par ailleurs. C'est vraiment cette dualité qu'on a tous vécue au moment du Covid, parce qu'on avait effectivement ce dilemme qui était là face à tout le monde entre l'expérimentation, l'observation et finalement ce compromis. C'est important de comprendre ça parce que quand on revient aux limites intrinsèques de l'étude clinique, on se rend compte qu'on peut la décrire en 3 axes. Premier axe, c'est le temps. Une étude clinique, c'est forcément sur un temps court. On évalue l'efficacité et non pas ce qu'on appelle l'effectiveness, le bénéfice à long terme. On ne peut donc pas tirer de conclusion sur l'effectiveness à partir d'un essai clinique. Deuxième axe, la diversité. Ça a été largement publié, les patients recrutés dans les essais cliniques ne sont représentatifs que de 10 à 20% des populations qu'on cible à terme avec le traitement. Et troisième axe, les prises en charge déjà existantes, le standard of care. On est dans un essai clinique en comparaison avec au maximum un bras contrôle actif et parfois et de plus en plus, notamment sur les thérapies ciblées en oncologie, sans contrôle. D'où l'intérêt de ce que fait notre confrère Jean-Louis. Maintenant, comment est-ce qu'on résout ces limites intrinsèques? Est-ce que c'est vraiment un objectif? Mais oui, absolument, parce que l'innovation thérapeutique aujourd'hui est freinée, en dépit de l'intérêt des patients qui attendent les nouvelles thérapies, est freinée pour des raisons légitimes. Et pour une raison légitime qui est la même en termes de gestion de la sécurité, donc de réglementation de l'innovation thérapeutique, mais aussi de prise en charge économique. L'incertitude qui pèse sur l'impact d'un traitement innovant en termes de sécurité et de bénéfices freine l'innovation thérapeutique. La clé, c'est quoi? C'est de réussir à extrapoler les résultats d'essais cliniques sur le temps long, sur la grande diversité des patients, et de pouvoir les comparer, ces traitements innovants, sur la base d'essais cliniques, au standard of care. Alors ça existe, il faut savoir que ça existe déjà. La mission des équipes de Quinten Health aujourd'hui, c'est d'industrialiser ces techniques qui existent. Et pour être très précis et pragmatique, qu'est-ce qui empêche d'extrapoler un essai clinique qui est sur une diversité limitée à la grande diversité des patients? La compréhension de l'hétérogénéité de la maladie. Donc, comprendre l'hétérogénéité de la maladie, c'est la clé. Sur cet axe, qu'est-ce qui empêche d'extrapoler une évaluation d'efficacité à court terme à une effectiveness à long terme? La réduction d'incidents cardiovasculaires, la réduction d'hospitalisation. C'est la compréhension des profils d'évolution. Il y en a qui évoluent vite, il y en a qui évoluent lentement. Si on ne maîtrise pas cette source d'incertitude, comment voulez-vous qu'on le fasse? Eh bien, la modélisation de la progression de la maladie permet de faire ce qu'on appelle ce bridging efficacity ou effectiveness. Enfin, qu'est-ce qui permet
d'extrapoler de 0 comparateur au comparateur de son choix, eh bien, c'est la capacité à modéliser un standard of care, un standard de prise en charge qui peut être très complexe parfois. Quand on voit en oncologie, ou même sur certaines maladies neurologiques, les lignes de traitement multiples, très complexes. Et donc modéliser ça, ça permet effectivement d'extrapoler. Alors la beauté de la technologie dont je parle, c'est qu'elle permet cette extrapolation simultanément sur les 3 axes. Et donc on est capable de prendre un essai clinique et de voir ce que ça va donner sur une grande diversité, sur le temps long et sur le comparateur de son choix. Alors ça permet plusieurs choses. Alors d'abord, encore une fois, c'est fait à partir de méthodes qui sont transparentes, auditables, qui permettent de quantifier l'intervalle de confiance, de faire des études de sensibilité. Et c'est la raison pour laquelle les autorités sont réceptives et acceptent ce genre de preuves. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça nous amène à la notion de représentativité. Et la représentativité n'est pas la diversité. J'écoutais avec beaucoup d'attention maître Marguerite, sur la notion de base de données synthétique simulée sans biais. Alors, et je voyais Mathieu sourire à côté. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, bien entendu, parce qu'on ne maîtrisera jamais à 100% cette incertitude. Il y aura toujours des biais. Le tout, c'est de les connaître. Et c'est ça qui est intéressant. Et je ne vais pas, surtout, un coup de coude, si... Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement avec ces modèles, on peut extrapoler les résultats d'essais cliniques à ces 3 dimensions, mais on peut aussi prendre des données reconnues comme des données de vie réelle, de qualité, et qui permettent notamment de faire des bras contrôles, de les augmenter, etc. Et compte tenu de la connaissance des biais de ces sources de données, redresser, corriger ces biais grâce au synthétique. Mais ça n'est possible que si, à partir de bases de données multiples, on a une vue globale de ce qu'est cette maladie en termes d'hétérogénéité, de progression, de standard of care. Donc voilà, en termes d'usage, on est sur une vraie révolution, je pense. Et on peut avoir différentes convictions. Chez Quinten Health, les équipes, et je partage cette conviction, pensent que ça passera à l'échelle, cette innovation thérapeutique ne passera à l'échelle, y compris donc, la projection dans le temps et une meilleure prise en charge, une meilleure régulation, que par le biais de modèles de référence par pathologie. Avec Unicancer, on développe un modèle de référence pour le cancer du poumon. Je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui, mais on va bientôt annoncer un partenariat avec une cohorte de renom sur les maladies chroniques, notamment respiratoires. On reste dans le respiratoire. Et puis, on a un partenariat, là aussi, qu'on va annoncer aux États-Unis sur la sclérose en plaques. Et d'autres, j'espère, qui suivront, puisque l'objectif, c'est, avec les partenaires industriels, développer des outils qui vont venir faciliter, accélérer le travail des chercheurs sur chacune des pathologies. Ça, c'est la vision. Et en termes d'usage, il y en a 3 que je vais citer, ou 4. Donc, c'est comment, à partir d'une donnée de phase 2, sécuriser le design de la phase 3, en faisant plein de simulations et en trouvant finalement les critères d'inclusion, d'exclusion, le choix des endpoints qui permettent d'être dans l'étude à la fois la plus courte possible sur le moins de patients, tout en maximisant les chances de succès et la généralisabilité des résultats. Il est difficile, généralisabilité. Deuxième cas d'usage, c'est comment est-ce qu'on anticipe les questions des autorités qui, de plus en plus, sur la base d'une étude de phase 3, même positive, et j'allais dire surtout positive, disent c'est très bien, mais quel est le bénéfice-risque à long terme par rapport au standard of care ? Il faut absolument savoir se projeter au-delà de l'essai clinique pour répondre à cette question, si on ne veut pas rester bloqué là. Avant-dernier cas d'usage, l'objectivation du bénéfice médico-économique du traitement qui arrive sur le marché pour pouvoir négocier une contrepartie dans les meilleures conditions possibles, sans jeu de dupe, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis enfin, comment j'optimise le design de l'étude post-autorisation pour, encore une fois, la rendre plus courte sur moins de patients et être capable finalement de réduire cette incertitude qui pèse sur tout le monde et sur le patient en premier. Merci Alexandre d'avoir conclu cet atelier et j'irai par rapport même à la thématique générale de cette journée. Vous avez parlé juste à la fin notamment des aspects collaboratifs, donc, qui est un élément important pour vous. Je crois aussi en tant que société innovante, vous avez levé des fonds l'an dernier aussi, donc vous faisiez partie également du baromètre que MindHealth a présenté. Donc le principe de l'atelier, c'est bien sûr aussi de pouvoir prendre en compte vos questions. Et merci déjà pour votre interactivité. Et je crois, Evelyne, qu'il y a une première question. Alors oui, Jérôme, il y a une question donc à distance. Donc je vous la pose à tous.
Je ne sais pas si Marguerite, vous pourrez répondre, mais... Mais vous pouvez rester. Mais vous pouvez rester, voilà. Donc la question est la suivante. Pourquoi exploiter les données de vie réelle alors qu'il est possible de faire des essais cliniques randomisés en double aveugle versus le meilleur comparateur? Excusez-moi, mais la question est plus scientifique que juridique. Ah oui, c'est pour ça. Alors, une première partie de réponse. Je comprends la question, bien évidemment, mais on a dit tout à l'heure que ce n'était pas aussi simple, parce que dans le cadre des maladies rares, par exemple, ou des essais cliniques pour des patients fragiles. Alors les patients fragiles, c'est les femmes enceintes, c'est les seniors, c'est les enfants. Eh ben, on a du mal à avoir la population qui va bien. Je sais pas, tu peux compléter peut-être, mais moi, en tout cas, le premier élément, ce serait ça. Je complète déjà en termes de périmètre, notamment en cancérologie, où maintenant, finalement, c'est une multitude de maladies rares avec le développement des connaissances sur tout ce qui est biomarqueurs et donc des thérapies ciblées. Et donc aujourd'hui, le cancer du poumon n'est pas un seul et unique cancer du poumon, cancer du sein non plus. Donc finalement, c'est de plus en plus difficile et on travaille sur des populations qui représentent 1% du cancer du poumon, qui aujourd'hui, voilà, il y a des études en cours, mais sélectionner ces patients, c'est très complexe, très long et très cher. Oui, parce que c'est le dernier élément aussi. Hein. Quand on regarde le coût de la mise sur le marché d'un médicament, et en particulier d'une étude clinique de phase 3, c'est beaucoup de millions d'euros. Hein. C'est beaucoup. Hein. Et puis peut-être ajouter qu'effectivement, comme on a pu l'aborder, ces méthodes de données de synthèse, finalement, ou données artificielles ou augmentées, viennent combler les limites de ces essais cliniques qui sont incontournables, inévitables. Il ne s'agit pas de les remplacer, en tout cas pour l'instant, mais il s'agit simplement de combler les limites, et notamment sur les différents axes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et peut-être juste une dernière phrase sur un élément dont on a peu parlé. Cette accélération d'accès à l'innovation passe par aussi aujourd'hui le fait que certaines AMM sont délivrées à l'issue de phase 2 et non pas de phase 3 randomisée, longue, etc., voire de phase 1. Et donc c'est vrai que c'est toujours des AMM conditionnels à la production, de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle, et donc de mise en place de bases de données de vie réelle, et en parallèle, et ça j'en suis convaincu, tout le développement des données simulées pour pouvoir aller encore plus vite et surtout extrapoler mieux encore sur les différentes dimensions expliquées par Alexandre, qui sont nécessaires pour bien comprendre l'effectiveness du traitement et voilà, tous ces éléments. Donc on ne peut pas faire du phase 3 randomisé pour lesquels les résultats arrivent très tardivement. Les patients sont pressés et les soignants sont pressés lorsqu'on sait qu'il y a une molécule qui potentiellement, même si on n'a pas eu le temps de la mettre dans la phase 3, les autorités prennent leurs responsabilités et disent on vous donne une AMM conditionnelle à la mise en place de méthodes complémentaires pour bien suivre et simuler ce qui se passe avec ces patients. Et puis aussi, pour compléter, une autre réponse, c'est que quand on est patient, qu'on est tiré au sort et qu'on se dit qu'hypothétiquement, alors qu'on est gravement malade, on va être dans le bras témoin, je veux dire, à un moment donné, tant qu'il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres solutions, mais le jour où il y en a d'autres, il faut bien les prendre en compte pour éviter la perte de chance. Alors, je vois qu'il reste également une autre question, Denise. Également. Je dois rejoindre Denise. Oui, mon cerveau était déjà parti. Evelyne, excuse-moi. Sur les données vie réelles. Je suis dans le métaverse, en fait. Tu vois, Moi, non. Oui, donc, alors, une question, je pense qu'il faut interpréter. Données de vie réelle égale étude observationnelle, d'après la personne qui a posé la question. Donc, y a-t-il risque de biais? D'abord, est-ce que données de vie réelle, c'est par rapport à des études observationnelles uniquement ou pas? Et puis, est-ce qu'il y a risque de biais ou pas derrière? Bon, peut-être en deux mots, tout à l'heure, ce qu'on a dit, données de vie réelle, certes, observationnelles, descriptifs, mais aujourd'hui, il existe des méthodologies pour faire des comparaisons à partir de ces données de vie réelle. Et la troisième utilisation, c'est en effet d'avoir ces données pour alimenter des modèles qui permettent de parfaire des simulations telles qu'on les sait aujourd'hui indispensables et comme étant vraiment le présent, futur proche
toute la recherche clinique, ou au moins d'une partie de la recherche clinique. Peut-être ajouter une chose, c'est qu'au chapitre des définitions, si on pose la question à 100 personnes dans l'industrie pharmaceutique sur qu'est-ce que sont les données de vie réelle, je pense qu'on a encore beaucoup de gens qui répondent les données de mon produit une fois que je suis sur le marché depuis longtemps. Et en fait, c'est important de rappeler ça parce qu'au fil du temps, ce qui s'est imposé ces presque 10 dernières années, c'est que les données de vie réelle, c'est avant tout les données relatives à la maladie et à la prise en charge, aux prises en charge existantes, la maladie à laquelle je m'attaque avec mon nouveau produit. Et donc, ces données, de plus en plus, font l'objet d'analyses dans les laboratoires pharmaceutiques. Chez Quintenel, il y a eu des centaines de projets réalisés pour de nombreux laboratoires pharmaceutiques. On a pu constater que ces analyses-là servent à informer des décisions ou des compréhensions, notamment ce qu'on appelle les besoins médicaux non satisfaits, avec qu'est-ce qui existe comme prise en charge, qu'est-ce que ça donne de résultat, et puis qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui n'est pas traité. Puis ensuite, pour éclairer le design des essais, etc. Et donc, ces données, pour répondre à la question, effectivement, les données relatives à un produit, une fois qu'il est sur le marché, ça crée beaucoup de débats sur à quel point ces données observationnelles sont recevables. Et on voit bien que la modélisation et la compréhension des mécanismes sous-jacents à cette diversité-là et être capable effectivement d'extrapoler des résultats d'essais cliniques, paradoxalement, va mener à des décisions plus éclairées que la simple observation de la réalité. C'est ça qui est intéressant dans la notion de données de vie réelle, c'est que données de vie réelle, on a l'impression que parce qu'il y a réel, c'est réaliste et c'est représentatif. Non, c'est juste réel. Et en fait, la synthèse, la modélisation permet de se ramener à ce référentiel de représentativité. C'est ça, je pense, une des idées centrales. Merci Alexandre. Alors peut-être une dernière question dans la salle. Je vois qu'il y a... J'ai le micro. Donc allez-y monsieur. Une question pour le collègue justement qui parlait de cette extension d'efficacité vers effectiveness. Est-ce qu'il y a eu des études justement qui permettent de confirmer, je dirais, la pertinence de cette extrapolation et de dire, OK, je mets un modèle, je pars d'une donnée d'efficacité, je fais tourner mon modèle, je vais prédire une effectiveness et attendre 3, 4, 5 ans pour voir est-ce que ce que j'avais prédit est finalement vrai. Et c'est ce qui permet réellement aujourd'hui, je dirais aux puristes, désolé, je suis méthodologiste des études cliniques, comme moi, de dire oui, on va peut-être voir les choses autrement. Absolument, oui. Et je serais ravi de partager ces exemples avec vous. Moi je aussi. vous montrerai. Je vais vous montrer ça. Non seulement des exemples où une étude post-autorisation a été optimisée dans son design grâce à ce genre de simulation, où un remboursement a été maintenu alors qu'il était menacé d'être déremboursé, le produit, sur la base de ces simulations, sous réserve de la conduite de l'étude qui a été simulée, et observation des résultats de l'étude parfaitement en ligne avec les prédictions. Ça, c'est un premier exemple. Puis un deuxième exemple aussi qui est très intéressant, plus aux États-Unis. Là, je vous parle de la France, de ce que j'ai dit juste avant. Hein. Donc, on n'est pas non plus. Et aux États-Unis, un autre exemple qui est extrêmement intéressant dans l'insuffisance cardiaque, où on est sur un produit très bon résultat de phase 3. Décollage du produit décevant parce que, comme souvent, prescrit chez les patients les plus sévères, en dernier recours, etc. Grâce aux simulations, démonstration qu'une prescription plus précoce réduisait les hospitalisations et les décès précoces considérablement, 30-40%, augmentait l'espérance de vie de 2 à 4 ans. Ça a été le début du succès de l'adoption de ce produit. Et quelques années après, là, assez récemment, les sociétés savantes en cardiologie ont eu la même conclusion, c'est-à-dire que cette classe de produits devait être prescrite très en amont dans les lignes de traitement. Voilà un deuxième exemple. Très bien, super, merci. Oui, on va reprendre une dernière question. Allez-y, monsieur. Merci, bonjour, Stéphane Chuc, Cap Santé, Cap Code. Déjà, bravo pour vos interventions. Je pense que c'est une table ronde qui aurait pu durer 3 jours. J'ai juste deux questions rapides. Est-ce que vous demandez un consentement virtuel à vos patients virtuels ? Non, ça c'est une question à part, mais peut-être plus pour Alexandre. Tu sais que parfois, dans les essais cliniques, on n'a pas de standard of care et on a des groupes placebo. Ça arrive encore, et on sait qu'on a une énorme variabilité des réponses sous placebo d'un essai à l'autre, ce qu'on prend en compte dans les méta-analyses. Mais est-ce que tu as été amené
à ce problème de modélisation de la réponse au placebo dans tes virtualisations et tes modélisations. Voilà, parce que sinon, remplacer les bras contrôle par des patients virtuels, à mon avis, c'est une révolution attendue depuis très longtemps et c'est des périodes très excitantes. Merci. Je vais être rapide. Oui, absolument. Ça nous est arrivé de travailler sur des bras placebo parce que il y a 3 sources d'échecs dans les études cliniques principales. C'est les patients qui sont mild, sur lesquels en fait l'effet traitement est dilué parce qu'il y a une marge de progression, d'amélioration qui est plus faible. C'est du bon sens. Hein. C'est les progresseurs lents, ou là aussi en fait. Hein, d'accord. Puis les troisièmes, c'est les répondeurs placebo, comme on dit. C'est les placebos qui, pour des raisons non aléatoires, répondent mieux que d'autres placebos. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, que ça existe. En fait. Et donc on a des technos qui permettent d'identifier les profils de répondeurs chez les traités, mais aussi chez les placebos. On a fait ça à maintes reprises et on a sauvé des études comme ça, oui, à plusieurs reprises. Donc il y a un vrai sujet sur la modélisation de la réponse placebo qui est une thérapie à part entière, au passage. Allez, une dernière question, puisqu'à 17h30, comme je l'ai annoncé au programme de ce matin, et il y aura la remise de prix en master stage des acteurs du diabète avec Novo Nordisk et 10 startups qu'on vous demande bien sûr de pouvoir soutenir. Madame, est-ce qu'il y a un micro? Ah, monsieur aussi qui était debout. Alors, allez-y, monsieur. Ah, Xavier, oui. Avec les lumières, je n'avais pas reconnu Xavier. Bonjour, Xavier. Oui, bonjour, Jérôme. Est-ce que le micro marche? Oui, c'est bon. OK. Je voulais savoir quelle place des professions libérales de santé, notamment celles en soins primaires, comme le médecin généraliste, le pharmacien d'officine et son équipe, et les infirmiers libéraux, justement, dans le recueil de données en vie réelle, avant, pendant et après. Jean-Louis, non? Tu as peut-être plus d'expérience sur ce sujet-là, mais... Donc c'est vrai que moi personnellement je travaille plus sur des données hospitalières, mais j'ai déjà travaillé sur des grosses bases de données qui n'avaient pas à l'époque le statut d'entrepôt de données de santé issus de médecine libérale. Il existe des panels de médecins qui alimentent des grosses bases de données, donc il y a des structures, des sociétés qui font ça. Récemment, le premier entrepôt de données de santé de médecine libérale a reçu un soutien de la DGOS HDH cette année, quoi, hein, donc fin d'année dernière. Donc clairement, on rentre dans cette démarche. Et puis je compléterai juste aussi cette information issue des médecins libéraux, que sont les grosses cohortes, un certain nombre de grosses cohortes, qu'elles soient ciblées sur la nutrition ou sur des catégories de population, qui s'appuient également sur des médecins libéraux pour justement suivre et solliciter, suivre et accompagner les patients qui rentrent dans le suivi de ces cohortes. Donc oui, elle est prise en charge. Après, en effet, on est d'accord, il faut que ça communique peut-être plus, si c'était ça la finalité de la question. Moi, on est tout à fait d'accord. J'aurais rajouté un mot, c'est interopérabilité. Voilà. Parce que je veux dire, les soins primaires, on sait bien que ces données-là, elles sont capitales et qu'il faut être en capacité de les croiser avec... exactement, et le SNDS ne suffira pas. Donc interopérabilité. Merci à vous deux. Une dernière question et on s'arrêtera sur cette dernière intervention. Alors. Merci. Oui, on vous entend. On vous entend. Merci beaucoup pour cet atelier, c'était très intéressant. Et j'ai une question, c'était un petit peu touché. En fait, récemment, il y a pas mal des publications et discours qui, depuis des dizaines d'années, dans les essais cliniques, s'étaient faits sur les données des hommes. Et est-ce que maintenant, c'est adressé dans les essais cliniques, dans les traitements des données, qui, en fait, beaucoup des conclusions, des résultats, des modèles étaient biaisés? Alors ça c'est une très bonne question. Après, je veux dire, quand on fait de la recherche clinique sur le terrain, évidemment, on a aussi des contraintes de temps pour recruter. Donc, malheureusement, s'il y a une majorité du même sexe qui sont là, eh bien, évidemment, peut-être qu'on va les prendre au risque de faire traîner l'essai clinique très longuement. Mais justement, ça pose la question, comme tu disais, de la représentativité. Et donc, on est en capacité de corriger ces biais, mais tu peux largement compléter. Je vais compléter, mais des réponses très courtes, parce qu'on peut en parler très longtemps. Sur les essais cliniques, clairement,
c'est vrai que dans les critères de sélection, souvent on demande que ce soit un homme parce qu'on sait que les femmes ont des éléments hormonaux qui peuvent interagir avec les médicaments qui sont testés. On travaille aussi sur des classes d'âge qui ne sont pas forcément les classes d'âge qui vont recevoir le traitement au final. On travaille sur des typologies de patients qui n'ont pas les comorbidités, les coprescriptions qu'ils auront lorsqu'ils vont recevoir le patient. Donc c'est vrai que Alexandre parlait tout à l'heure de 15 à 20% de population réellement ciblée par les essais cliniques. Ça, on le sait bien, on est dans une hypersélection de patients dans le cadre des essais cliniques, et je dirais même plus qu'on est aussi dans une hypersélection des médecins investigateurs, parce que finalement, ce sont les mêmes centres et les mêmes médecins qui incluent les patients dans l'ensemble des essais. Donc c'est vrai qu'on est dans un process d'hypersélection. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Probablement pas très grave, parce qu'on s'intéresse. Ça se veut pas trop provocateur, on ne s'intéresse pas aux patients, on s'intéresse à l'efficacité et à la tolérance d'un produit. Donc voilà, la randomisation fait que, entre guillemets, on est capable de statuer sur l'efficacité biologique du produit. Et on se met dans cette condition. Et c'est l'intérêt de la randomisation. C'est l'efficacité biologique d'un traitement. Ce n'est pas la vie réelle dont on a parlé tout à l'heure, qui est de s'intéresser aux patients, à la maladie, et de voir comment se comporte un produit dans une histoire de la prise en charge du patient. Donc on est sur des approches très différentes, mais l'efficacité biologique est fondamentale, hein, bien évidemment. Et je peux pas ne pas réagir, effectivement, parce que tu tends une perche, je la saisis immédiatement. Je pense que tout l'enjeu du sujet qu'on a traité là, c'est de passer justement du produit au patient. Voilà. C'est ça que permettent de faire ces technologies. Merci pour l'efficacité de vos réponses. On peut les applaudir. Eh bien, il est 17h30. Je voulais remercier tous nos intervenants. Je voulais remercier Evelyne également, Evelyne Kratz, pour tout son travail de préparation qui a permis d'avoir cette qualité. Vous pouvez continuer vos échanges. Et bien sûr, pour ceux qui sont intéressés par le concours pour les patients atteints de diabète, c'est en Master Stage. Merci et bonne soirée à tous.